C'est ton fiston que j'avais eu au stade. Ou c'était ton petit-fils? Attends, lequel tu... Il a Vivian. Vivian, non, il n'a pas joué au stade. Non, il n'a pas joué au stade. C'est lequel que j'ai eu au stade? Tu l'avais suivi au stade? Bien. Bonjour José Machado. Bonjour Pierre-Gilles. Alors ça fait plaisir de se revoir. Ah oui, depuis tout ce temps, ouais. Oui, tout ce temps, ça fait quelques années. C'était au CRTV. Tout à fait. Et de belles aventures, de belles rencontres. Alors là, José, vous êtes venu nous chercher au fond de notre tanière parce que vous avez une belle histoire. Oui, c'est l'histoire d'un jeune, Karim Eldrissi, donc qui a été joueur dans Lyon, à Champs-sur-Yonne entre autres. Il a joué aussi à l'AGA Auxerre. Qui est né à Auxerre. Qui est né à Auxerre. Il a été éducateur. Et donc c'est un jeune qui a une très belle histoire. À l'heure actuelle, il s'occupe de l'équipe nationale de Jordanie. Donc on va pouvoir en savoir un peu plus. De football, pas de handball. Oui, de football, tout à fait. Oui, et qui se qualifie, je crois, pour la première fois pour la Coupe du Monde dans son histoire, pour la Coupe du Monde aux États-Unis. Aux USA, tout à fait. Oui. Bonjour monsieur Eldrissi. El Idrissi. Pardon, très important. Un nom très symbolique. Exactement. Dans l'histoire du Maroc, oui. Du royaume du Maroc. Exactement. On en parlera plus tard. Donc vous êtes né à Champs-sur-Yonne, non, à Auxerre? Je suis né à Auxerre et j'ai grandi à Champs-sur-Yonne. Ouais. C'est là où j'ai fait mes débuts footballistiques, on va dire, en voyant mes frères, parce que j'ai 3 grands frères. Et eux jouaient déjà et moi je suivais un peu leurs traces. Et du coup, en allant sur les terrains avec le papa aussi, qui à l'époque dépannait, du moins on faisait les vestiaires, on nettoyait les vestiaires, il traçait les terrains pour le club de Champs-sur-Yonne. À l'époque, c'était le foyer rural de Champs-sur-Yonne avec André Jumel. Et mon premier coach a été, vous l'avez croisé tout à l'heure, Patrice Delcroix. Donc, qui m'a donné cet amour du football, en plus de celui que m'avaient donné mes parents, mon père, au football. Mais à cette époque, qu'est-ce qu'un homme comme l'éducateur Delcroix apportait au niveau de l'amour du foot? Aujourd'hui, les éducateurs semblent davantage être des techniciens. Lui, il nous poussait à sa manière, dans le sens où il était très proche de nous. Je me rappelle des fois où on était punis par le papa. Et il venait à la maison, il dit « Ouais, Toké, il dit Kadour, j'ai absolument besoin de Karim, faut que tu me le laisses. » Et puis du coup, mon père, il dit « Allez, prends tes affaires. » Et comment il a su m'inculquer ces valeurs d'entraide et d'entraînement. C'est que lui était postier, il travaillait à la poste en tant que conseiller bancaire. Et il bossait des 10 heures par jour. Et là, il me dit « Karim, je vais arriver en retard, prends le groupe avant que j'arrive. » Et j'étais même pas plus pis, quoi. J'étais gamin encore. Je dis « allez ». Puis je prenais les échauffements. Du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis de fil en aiguille, j'ai passé mes diplômes. Et puis, voilà. Mais il m'a toujours poussé à être le meilleur. Et aujourd'hui, à force d'abnégation, j'ai pas lâché, quoi. Ouais. Et le papa chaudronnier chez Nicolas. Le papa chaudronnier. Que vous alliez voir travailler. Qu'on allait voir travailler à l'époque quand il était chez Cavois, parce que c'était beaucoup plus simple. Il nous montrait ce qu'il faisait. Et puis même quand il y avait les défilés du 14 juillet, où il y avait les porte-chars qui passaient à la télé, sur TF1, c'était... ouais, regarde, ça c'est moi qui l'ai fait, ça c'est moi qui l'ai fait. Il faisait les porte-chars hyper longs, donc ouais, c'était juste exceptionnel de voir comment le papa travaillait pour justement s'imprégner de la souffrance d'aller au travail, de travailler dur pour que nous on puisse être éduqués de la meilleure des manières. Ouais. Alors, Champs-sur-Yonne, et puis vous dites les diplômes. C'est-à-dire? Alors Champs-sur-Yonne, après Champs-sur-Yonne, on est allé habiter à Augy, mais on continue à faire la navette Augy-Champs-sur-Yonne pour jouer.
Et puis ensuite, arrivé à Auxerre, j'ai commencé à jouer au Portugais d'Auxerre, puisque mes frères jouaient là-bas, du coup j'allais jouer avec eux. Et d'où la rencontre avec... D'où la rencontre avec José, mais un peu plus tard même. Plus tard. Oui. Puisqu'après, il m'arrive un truc, le club des Portugais s'arrête. Et je vais au stade auxerrois. On me dit, vas-y, des potes me disent, viens jouer avec nous et tout. Je vais au stade auxerrois pour m'entraîner avec eux. Et là, le coach me dit, non, j'ai pas l'accord de ton président, tu t'entraînes pas. Je dis, mais il n'y a plus de président, il n'y a plus de club, donc je suis libre. Il me dit, non, tu t'entraînes pas. Et là, je l'ai quasi des mots un peu durs et je suis parti, quoi. Et c'est là où moi j'étais avec Avicenne à l'époque. J'étais ce qu'on appelle emploi jeune avec l'association Avicenne, dont le président était mon oncle, Idrissi Moussa. Et là, il y a Pascal Ventura, qui est éducateur, et qui me dit, tiens, va, je l'accompagnais sur les U15, et là il me dit, va à Chevannes, tu vas voir, il y a Jean-Luc Ostruy, c'est un super mec, tu vas te régaler à Chevannes. Vas-y, je vais à Chevannes. Et là, Chevannes, il me prend. On fait un tournoi à Chablis à l'époque, on gagne le tournoi, je finis meilleur buteur, je crois meilleur passeur. Et il me signe la licence direct sur place. Et là, je lui dis, il y a mon frère avec moi, Ismaïl. Il m'a dit, vas-y, je le prends aussi. Du coup, on a fait... la première année, moi, je sortais d'une suspension de 9 matchs. Donc, j'ai pas pu jouer. Il me restait 5 matchs, donc j'ai pas pu jouer les 5 premiers matchs. C'était ma première saison en promotion de district, donc à ce niveau-là, plus au niveau départemental. Et là, l'année d'après, on va en finale Coupe de Lyon, on monte pas. L'année suivante, on monte. On fait. C'était dur à l'époque, la promotion de district, pour en sortir. Et l'année d'après, on fait une super saison, on finit premier. On fait 6e tour de Coupe de France, on sort contre Avalon. Donc toujours Chevannes. Toujours Chevannes. Ouais. Toujours Chevannes. Et la saison 2004-2005, pareil, on repart sur une saison en PL. À l'époque c'était PL, mais aujourd'hui c'est la R3, promotion de ligue. On finit pareil, premier. Donc on monte 2 ans de suite et 6e tour de Coupe de France. Et là on perd contre, je ne dis pas de bêtises, Louan-Cuiseaux, le Creusot, sur un but venu de nulle part, du milieu de terrain avec le vent. À chaque fois qu'on a joué le 6e tour, c'était du vent, pas possible, et on prend un but à cause du vent. Mais super génération. Et puis fin de saison, on fait une séance, et là le coach il dit devant tout le monde, oui, Karim il va nous quitter. Je dis, comment ça je pars, je vais nulle part. Et tout le monde s'attendait à ce que j'aille au stade auxerrois. Et moi j'ai dit, si c'est le stade, j'y vais pas, hors de question que j'aille au stade auxerrois après ce qui m'était arrivé. Parce que vous aviez mal digéré. Exactement. Ouais. Et là, il me prend à part, il me dit, voilà, la GIA te veut. Ils veulent que tu ailles faire un essai 15 jours au centre de formation. Et je lui dis, j'ai 27 ans, je viens de me marier, je viens de trouver un job à la ville d'Auxerre en tant qu'agent d'animation en maison de quartier. Et je lui dis, j'ai rien à faire dans un centre de formation. T'es gamin, 16 ans, 17 ans. Il me dit, non, ils te veulent, donc il faut que tu ailles faire un essai. Je dis, ok, allez. Je tente, j'y vais. La première semaine, je m'entraîne avec la CFA 2, la deuxième semaine avec la CFA, sous la houlette de Bernard David, de Claude Barré. Ça se passe super bien. J'avais déjà des contacts, moi, avec à l'époque Guillaume Petit, Jérémy Spender, qui est entraîneur des 19. Et il m'avait très bien intégré dans l'essai. Et Philippe Poulain, que j'avais côtoyé à l'époque à la SPTT Auxerre. Et puis... 2 semaines, ça se passe super bien. Je pars en voyage de noces, du coup, à l'époque. Et là, coup de téléphone c'était Alain Anastasio, de la section amateur. Alors, on retrouve toujours c'est même l'écolier. Exactement. Donc, qui me contacte, pas me harcèle, mais presque. Il faut que tu viennes signer ta licence, tu vas être hors délai. Et moi, je dis, quand je rentre à Auxerre, je veux pas vous voir. Et là, j'appelle Jean-Luc Ostruy et je lui dis, j'ai pas envie d'y aller. Il dit, moi, j'ai rien à faire au centre de formation, quoi. Il me dit, écoute, tu vas y aller.
L'aventure humaine, tu l'as vécue avec nous. 2 montées successives, 2 fois 6e tour de Coupe de France. L'aventure sportive, tu vas aller la faire. Il me dit, ça marche pas, tu reviens. Par contre, si tu restes chez moi, à Chevannes, et que ça marche pas, et que tu commences à t'agacer, ça va pas le faire. Tu vas me foutre le groupe en l'air. Il me dit, vas-y. Je dis, allez hop, j'y vais. Donc il m'accompagne ici à l'époque avec Bernard David. On négocie un petit montant, pas grand-chose, parce que j'avais déjà un salaire. Et puis voilà, on est parti de la première saison 2005. Je signe donc à la JA. Et c'est l'année où Giroud dit, je pars en retraite. Donc c'est Santini qui arrive. Giroud trahit son président Jean-Claude Hamel. Pour aller à Lens. Ce qu'il ne lui dit pas. Il a dit j'arrête et il va à Lens. D'accord. Autre chose, Karim, tu nous as parlé du premier éducateur, Patrice Delcroix, et Pascal Ventura, Jean-Luc Estruy. Qu'est-ce que chacun t'a apporté à sa façon? Mais c'est de la confiance. C'est de la confiance, c'est de la compétence. Quand je vois Jean-Luc Estruy, j'étais quelqu'un de très nerveux sur le terrain. Ils ont su me canaliser. Et Jean-Luc Estruy, on a joué dans le sens où il a réussi à mettre dans des dispositions où à chaque fois je donnais le meilleur. Et c'est ce qui a fait les superbes années de Chevannes à l'époque, quoi. Donc, et puis les joueurs autour, il y en avait des joueurs cadres. Hein. Il y avait Jackie, je sais plus son nom de famille, mais ça va me revenir. Christophe Carillon à l'époque. Oui, Christophe. Tout à fait. Il y avait Franck Mancini, il y avait Pic. Oui. Il y avait du Jackie Bizot. C'était des joueurs qui m'apportaient de leur expérience et puis qui m'accompagnaient en plus dans mon petit parcours. Donc Jean-Luc t'a apporté plus l'esprit compétition. Exactement, esprit compétition, mais aussi Karim, toi tu sais faire ça, fais ça. Cherche pas à faire autre chose que tu ne sais pas faire. Apparemment, d'après votre premier éducateur, monsieur Delcroix, vous savez faire beaucoup de choses, déjà très jeune. C'est ça. Pied droit, pied gauche, lucarne. Ça c'est l'avantage d'avoir des frères avec lesquels on se suit d'une année. C'est-à-dire que j'ai mon grand frère qui est de 71, donc il y a 6 ans d'écart. Mais après, il y a Ismaël, il est de 75, Zahir 76 et mon petit frère 80. Donc on a 2 ans, 1 an et du coup on allait jouer, on faisait des 2 contre 2 et on jouait ensemble et puis et c'est comme ça qu'on apprenait à jouer pied gauche, à pied droit et puis voilà, on se faisait nos petits foot. Et puis bah après on regarde les matchs à la télé à l'époque. Je me rappelle des années où on allait, quand les tribunes n'étaient pas encore fermées comme ça, on allait dans le coin de la tribune de Vaux, c'était ouvert, et on voyait les pros jouer à l'époque de Franck Sylvestre, Raphaël Guerrero, c'était quelque chose d'incroyable. Donc non, c'est comme ça aussi qu'on a appris. Ensuite, Pascal Ventura, il m'a beaucoup appris sur les procédés d'entraînement, c'est comment coacher, puisque j'ai commencé l'entraînement avec lui, avec Avicenne à l'époque. Chevannes, derrière, moi ils m'ont fait un petit contrat parce que je travaillais plus avec l'association Avicenne. Du coup le mercredi j'allais coacher les U15, U13, U15 et je les accompagnais le week-end. Donc, et puis c'est là que j'ai commencé à passer mes diplômes, initiateur 1, initiateur 2, animateur senior et le BEF, du moins à l'époque c'était le brevet d'état d'éducateur sportif, premier degré, option football avec Chevannes. Donc encore l'époque du tronc commun. À l'époque du tronc commun. C'est l'avantage d'avoir le tronc commun et ensuite le spécifique, c'est que le tronc commun, je peux derrière aller faire n'importe quel. Voilà. Aujourd'hui, je suis BEF, donc avec l'équivalence, brevet d'entraîneur de football, et j'attends les résultats du DES GEPS que j'ai passé en VAE avec toute l'expérience que j'ai accumulée. Alors c'est quoi ça? Ça paraît compliqué comme diplôme d'état. Jeunesse DES GEPS, diplôme d'état supérieur de la jeunesse et des sports, performance sportive, mention football. Tu peux entraîner jusqu'à quel niveau avec ça? Je crois que c'est national. En dessous de national, puisque national ça commence. Mais alors la question s'impose là. Mais comment se fait-il que vous pouvez entraîner jusqu'en national avec un diplôme français que vous n'avez pas encore, qu'on vous souhaite, et que là en fait vous entraînez une équipe nationale à Jordanie
qui est qualifiée pour la Coupe du Monde de foot, que vous faites partie du staff et que vous êtes titulaire, je crois, du poste, je ne sais pas si on dit ça. Head of Performance. Oui, l'analyse vidéo de la performance, et au-delà de ça, des critères de la performance, etc. Et vous êtes au centre du dispositif. Alors là, on va revenir en arrière, mais... Alors c'est grâce à Samy Al-Jaber. Pas spécial. En fait, il y a plein d'étapes. Mon parcours, c'est que des rencontres. J'ai rencontré des gens, Pascal Ventura qui m'a dit va là-bas. J'ai rencontré Osprey qui m'a envoyé là. J'ai rencontré à l'époque quelqu'un, j'avais fait les trophées sport Canal+, à Clairefontaine à l'époque, j'encadrais les stages de foot à Clairefontaine. J'ai rencontré une personne qui m'a dit viens bosser avec nous à la ville. Donc c'est comme ça que je suis rentré à la maison de quartier. Et en étant ici, donc quand je parlais de Jérémy Spender tout à l'heure, c'est là qu'on fait un saut un peu plus loin, c'est qu'en 2008, sur la saison 2007-2008, Jérémy Spender passe coach. Ils viennent le chercher dans le vestiaire, on allait en forêt, ils viennent le chercher, ils disent toi tu vas être adjoint avec c'est Christian Hénin, il me semble. Et du coup, je dépannais informatiquement les coachs, c'est comme ça que j'ai commencé à dépanner pas Christian Hénin, Gérald Baticle. Oui, dépanner, c'est-à-dire... Dépanner, il a un problème avec son ordinateur, il démarre plus, faut le formater, je faisais tout ça. Et parce que vous aviez une formation, ou bien vous aviez un don? J'ai mon grand frère qui était dans l'informatique et du coup on le regardait faire. On est très visuel, c'est-à-dire que j'ai mon père, on en rigole aujourd'hui, mais il nous mettait des ateliers. Il y en a un qui perçait, l'autre qui allait souder, l'autre qui allait installer on faisait l'entourage de la maison. Donc il fallait percer, venir mettre les planches, les peindre, peinture anti-rouille, etc., etc. Donc on le voyait faire et du coup nous, ça nous faisait du travail manuel en quelque sorte. Et puis l'informatique ça a été la même chose puisque mon grand frère faisait ça en parallèle de ses études de médecine. Et du coup à force de bidouiller... Oui, et puis c'était aussi une époque où même de brillants esprits étaient complètement démunis face à l'informatique et avaient même une sainte horreur de ça. C'est ça. Ouais. Et du coup, je dépannais. Toute l'année, j'ai dépanné sur cette année 2007-2008. Et il arrive un jour où c'est autour de... J'ai dépanné tout le monde, Bernard David, j'allais même chez lui installer sa box, il peut en parler encore aujourd'hui. Et puis c'était Bernard Turpin qui était le directeur des études ici, qui me dit avant d'aller sur une séance, tiens, est-ce que tu pourras venir m'installer un logiciel? Après je finis la séance, je viens, donc je descends, je prends ma douche, j'y vais, j'installe. Youssef El Mokhtari, tu dois connaître. Oui. J'étais venu avec lui. Il rentre dans le bureau et il me dit on y va. Je dis ouais tiens j'ai bientôt fini. Et puis il dit à Bernard Turpin comme ça faut l'embaucher comme technicien informatique. Et là Bernard Turpin dit ouais pourquoi pas. Je dis non je veux la place à Zbigniew Sliko qui était responsable d'internat. Et il me dit bah ouais pourquoi pas. Puis je donne mon CV, c'était un vendredi. Le lundi il me convoque. Le mercredi il me convoque avec mon ex-épouse. Et le vendredi, je signe dans le bureau d'Hamel. Et dans le bureau du président Hamel, paix à son âme, il me fait devant tout le monde, on se met d'accord. Et puis il regarde Monique Rapneau à l'époque, Bernard David, Bernard Turpin, et puis il leur dit il n'y avait qu'une candidature. Puis les autres ils se sont regardés comme ça. Ils disent non c'est bon, j'ai compris, allez on y va. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc je signe en 2008 en tant que responsable d'internat. Je me mets en disponibilité avec la ville, puisqu'en étant fonctionnaire, j'avais le droit à une mise à dispo. Et Francis de Tadeo arrive en tant que délégué général à la formation. Un jour, il me convoque, il m'appelle, il me dit Karim, il faut qu'on se voit. Je descends. Il me dit, on m'a dit que tu étais doué en informatique. Est-ce que tu serais capable de faire du montage vidéo? Je lui dis oui, si on me dit ce qu'il faut faire. Et là, il me dit ok. Jean Fernandez, il t'attend dans son bureau. Ok. Donc je vais dans le bureau de Jean Fernandez et là il y a Mathieu Cochelin qui était à l'époque dans la communication à la JA
Et c'est lui qui faisait les montages, sauf qu'ils étaient sur la période des abonnements, etc. Et du coup, ils avaient besoin de lui. Donc ils avaient besoin de moi pour faire du découpage. Ça tombait bien parce qu'en discutant avec Jean Fernandez, il s'aperçoit que j'ai quand même le brevet d'état d'éducateur sportif, donc j'ai un niveau pour entraîner. Je connais à un minimum le football. Le football, tout à fait. Je jouais encore en CFA2 ici. Pied droit, pied gauche. Pied droit, pied gauche. Et puis j'ai commencé comme ça l'analyse vidéo. C'était pas de l'analyse vidéo à l'époque, c'était plus du découpage. Parce que les outils c'était du basique, hein, on découpe. On monte notre film. Mais alors de la vidéo pour l'interne, pour l'entraînement, ou de la vidéo pour la com? Non, vidéo de l'adversaire. D'accord. Premier match à domicile, c'est Nantes. Et là, je fais le découpage. À l'époque, ils faisaient les enregistrements sur les lecteurs enregistreurs, les graveurs DVD là, qu'ils avaient. Et Mathieu me donnait les DVD, moi je mettais sur l'ordi, je récupérais et je faisais mon découpage, je créais un film et je le gravais sur un DVD. Le DVD partait chez les pros et le jour du match, il montre la vidéo. Et là, je suis invité pour qu'il me présente. Donc il commence à me présenter, Karim El Idrissi, il va nous faire les découpages sur l'analyse. Parce qu'à l'époque, on ne disait pas analyse vidéo, il n'y avait pas ce terme-là. Et là, il fait, Karim, tu vas présenter la vidéo. Et je le regarde comme ça. C'était pas prévu, quoi. Il me dit, non, je rigole avec toi. Et du coup, et puis derrière, c'est quand même Jean-Seb Jaurès, Jean-Pascal Mignot, c'était des joueurs, Thomas Kallenberg, tu te dis, oh. Bref. Et là, donc, je les suis. Xavier Poitrinal me demande de filmer les séances des gardiens d'échauffement de l'adversaire. Donc j'allais derrière les buts et je filmais l'adversaire, leur échauffement sur le terrain. Donc déjà juste ça, c'était juste fou. Et donc puis, ça c'était juste avant le match alors? Ah ouais, en avant-match. J'allais au terrain et je filmais les échauffements des gardiens adverses. Oui, mais dans les clubs ou au CR, que à la GIA. Donc, à domicile. Donc il y avait quoi? C'était la veille du match? Le jour du match. Le jour du match. Le jour du match. Quoi, juste avant... C'était pour voir les routines d'échauffement des gardiens. Après, lui, ce qu'il en fait, il en fait un mixte. Il voit ce qui peut marcher pour lui ou pas. Et voilà, ce qu'il peut peut-être adapter. Et puis, je fais la fameuse saison Champions League. Donc là, j'ai accès au couloir. Je me retrouve devant Ronaldo, je me retrouve devant Benzema. Oui, tous les grands, quoi. Il y avait Ajax, Real de Madrid. Et Milan. AC Milan. Ouais, Zlatan, Ronaldinho. C'était juste la folie. Et puis, la GIA descend. On prend un coup sur la tête. Donc Jean Fernandez s'en va. L'équipe l'année d'après, elle descend avec Fournier. Avec Laurent Fournier, tout à fait. Et il y avait Bernard David comme adjoint, il me semble. Présidence Bourgoin, Gérard Présidence Bourgoin. Et là, c'est l'époque où il y a eu le putsch, ouais. C'est ça, hein. C'est comme ça qu'ils l'avaient appelé. Oui, certains l'appelaient, d'autres avaient d'autres expressions. Et du coup, la première saison en Ligue 2, c'est la seule que j'ai faite d'ailleurs, puisque Sami Al-Jaber arrive en stage par l'intermédiaire de Giroud. C'est Giroud qui l'a fait venir. Il l'avait rencontré, il me semble, à Dubaï ou un truc comme ça, et il l'a fait venir. Et pourquoi il est allé chercher un gars à Dubaï? Il faisait quoi? Il savait faire quoi? En fait, Sami Al-Jaber, c'est le Zidane saoudien. Il est connu au Moyen-Orient comme Zidane. C'est une star. Ouais. Al Hilal, c'est une star de la sélection saoudienne. Il a participé à 4 Coupes du Monde consécutives. Ouais. Il a marqué à chaque Coupe du Monde. Et du coup, ça en fait aujourd'hui un symbole de la FIFA, puisqu'il est invité par la FIFA, c'est un membre de la FIFA, etc. Donc Giroud, il l'a fait venir pour qu'il s'occupe des attaquants, des buteurs, non? Lui, il voulait venir en stage pour voir comment fonctionnait un club. Lui, l'objectif, c'était de coacher. D'accord. Et en rentrant dans le staff, après il y a plein d'anecdotes sur comment ça s'est passé,
c'est que la première fois où il vient, c'est avant la reprise, et je lui fais visiter le centre, le grand centre qui était encore en travaux. Et j'ai un ami qui m'appelle, il me dit ouais, il y a Sami El Jaber qui est là et tout. Je dis écoute, moi je le connais pas. Ouais, il a l'air gentil, mais voilà comment je. À ce moment-là, Sami El Jaber, je connaissais pas. Je savais juste qu'il avait marqué contre le Maroc, Coupe du Monde 94, un penalty, où il nous avait sorti. C'est pas que je l'ai là, mais c'est voilà, quand tu supportes le Maroc et la France, voilà. Et là, un jour, donc là, il y a la reprise qui se fait, et le Ramadan il tombe en plein été. Ça, on y reviendra après. Il vient au self. C'était pas mon tour de surveillance, c'était mon collègue, parce qu'à l'époque la pyramide, moi j'habitais là, et mon collègue habitait la maison, et on faisait la surveillance du self à tour de rôle, une semaine chacun. Donc là c'était pas ma semaine, et il m'appelle, il me dit est-ce que tu peux y aller, je dois aller amener un jeune à l'hôpital, parce que c'est aussi dans nos missions. Faire une radio, je dis vas-y j'y vais, je me pose, je prends un café, et Sami El Jaber arrive. Moi je parlais pas anglais, je parlais encore moins l'arabe. Et donc il me demande s'il peut manger. Google Traduction, tu vois, ok. Donc il vient, il s'installe en face de moi, on commence à discuter entre guillemets, donc Google Traduction. Et là il me dit oui, est-ce qu'il y a une mosquée? Je dis oui, il y en a une, elle est là. Tu es logé où? Il me dit à l'hôtel Ibis. Je lui dis de l'hôtel Ibis. Puis après j'ai coupé parce que je trouvais pas les mots. Et du coup Google Traduction, tu viens me chercher, on y va ensemble. On est monté ensemble. Et là il me dit oui, on va me donner la maison de Darius Dudka. Et puis à l'époque je crois que c'était après Charbuy ou Lindry, dans ces eaux-là, dans ce coin-là. Darius Dudka qui était d'origine polonaise. Polonaise, ouais, ancien pro. Et je partais. À confondre avec le gardien de Liverpool. Ouais, Dudka. Qui était un vrai polichinelle sur sa ligne, qui arrêtait les pénaux en dansant. Et là, il me fait... donc il me dit ça, je dis, écoute, après la mosquée, je vais te montrer la route. Franchement, c'est compliqué. Je dis, en plus, si tu me dis que ta femme, elle conduit pas, tu viens avec la nounou et tes enfants, c'est compliqué. Surtout la nuit, l'hiver, etc. C'est des petites routes, tout à fait. On y va. Et là, il me dit, ah ouais. Ah, c'est pas possible, je peux pas habiter là, Il me dit, est-ce que tu peux me trouver quelque chose? Je dis, écoute, je vais appeler. Alain Traoré partait à Lorient. Alain, je l'appelle. Je dis, Alain, dis-moi, ta maison, tu l'as louée? Il me dit, s'il te plaît, vois ça avec Thibaut. Thibaut, c'était son conseiller financier. Donc j'appelle Thibaut, je dis, Thibaut, écoute, Alain, la maison. Il me dit, ouais, pas de souci. Je dis, écoute, Sami, il veut la visiter, est-ce que c'est possible? Il me dit, ouais, t'y vas, tiens, la semaine prochaine, vous y allez, vous visitez. On va aux visites. Et là, Sami dit ouais, je la prends. Je dis ok. Et là, il me dit il me faut une société. Est-ce que tu peux contacter une société pour faire le ménage? Je lui dis non. Il regarde. Je dis comment ça non? Je dis pourquoi tu veux une société? Tu vas payer? Il me dit ouais, je paye. Je dis non. Je dis moi, je vais te faire venir des gens, ils vont nettoyer ta maison comme si c'était une société. Il me dit ah ok. Donc j'appelle une de mes cousines, je dis est-ce que ça te dit de venir faire le ménage chez... Elle me dit ouais. Donc elle vient. 2 heures après elle m'appelle, elle me dit Karim, ça va être compliqué, c'est trop grand. Et là je dis appelle ta soeur. Donc elle appelle sa soeur. Et puis ils viennent, ils font le ménage. Je m'en rappellerai toujours, il allait souvent au Parc des Princes invité par Nasser Khelaifi à l'époque. Et je reçois un message à, je crois, 2 heures du matin, il venait de rentrer du match. Et il me dit, on peut manger par terre. Là, tu as compris que le ménage était bien fait. Du coup, il a gardé mes cousines pour aller lui faire ses courses, faire son ménage. Le temps que sa femme, sa nounou arrive, là, tu vois, la nounou, les enfants arrivent. On a sympathisé comme ça. Et un jour, il me dit, le jour où je pars, je t'emmène. Je lui ai dit, tu m'emmènes où? Je dis, moi je suis bien, je gagne bien ma vie à la JA, je suis en CDI, mon ex-femme travaille à l'hôpital,
une infirmière, gagne bien sa vie, pas besoin de... Et il me dit, si, je pars, je t'emmène. Je dis, on verra. Donc j'en parle à mon ex-femme, elle me dit, Arabie Saoudite, droit des femmes, non. Je dis, ok, j'appelle Samy, c'est pas possible. Voilà pourquoi. Il me dit, Karim, il ne faut pas croire tout ce qu'on dit. C'est quand les prochaines vacances? Je lui dis, telle date. Il me dit, ok. Il m'envoie les billets d'avion, il m'envoie faire les visas à l'ambassade. On part, ça se passe super bien. On a eu la chance, c'est que son frère, mon ex-femme, vivait là-bas. Et derrière, donc on s'est installé à Riyad, j'ai démissionné de la GIA. Donc je continue à faire mes dispos tous les ans. Donc là on est en 2010? Là on est en 2013. 13. Ouais. J'ai fait 5 ans au centre en tant que responsable internat. Et après on part en Arabie Saoudite. Et c'est là où je suis entraîneur adjoint, parce que je continue d'être sur le terrain, plus la vidéo. Je fais les découpages. C'est pareil, c'est pas encore très révolutionné en termes d'outils. Donc on est sur, je crois que c'était Kinovea que j'utilisais. Sauf que j'avais ma machine, c'était un Mac. Il fallait que je la transforme en Windows pour pouvoir modifier. C'était tout un Mac. Et du coup, j'arrivais à faire mes petits montages pour... Et puis il n'y avait pas encore le phénomène des data. Non, ça, la data... Il y en avait un petit peu, mais c'était pas de la data poussée comme aujourd'hui. Tout à l'heure, on en parlera, mais aujourd'hui, on est sur un level... C'est fois 1000, quoi. Et du coup, je démarre avec lui une saison. On finit 2e. Il nous vire. On s'était qualifié pour les quarts de finale Champions League. À l'époque, la Champions League asiatique se jouait sur 2 saisons. Tu allais jusqu'en quart de finale. Et quart de finale, demi-finale, finale, tu la joues la saison d'après. Donc on se fait virer, le mec arrive, il joue avec la même équipe qu'on avait, à part Castillo qui s'était blessé, un Colombien, qui devait faire la Coupe du Monde. Il s'était blessé juste avant la Coupe du Monde, 2014. Et du coup, ils vont en finale, ils perdent en finale. Et cette année-là, Samy signe en tant que directeur sportif à El Arabi au Qatar. Donc il me dit, tu vas venir, tu vas être mon assistant personnel au club. Je dis ok. Donc tu l'as suivi aussi au Qatar? Je l'ai suivi au Qatar. On a fait 9 mois. Et au bout de 9 mois, il reçoit une offre pour aller à Al Wahda aux Émirats Arabes Unis. Donc je le suis. Et là, mon ex-femme ne veut pas y aller. Du coup, elle rentre en France avec le petit. Il rentre sur Dijon. On finit la saison. Ils nous remercient, alors qu'on l'avait préparé l'année d'après. Ils nous ont dit on vous garde, mais au final non. Et là, retour en France. Et 2015. Donc, du coup, on est en 2015. Et avec Samy, excuse-moi, avec Samy, tu parlais en quoi? En anglais? En anglais, arabe. Anglais, arabe. En fait, avec... Mais la différence entre le marocain, ça n'a rien à voir avec la... Non. C'est une langue arabe aussi? C'est l'arabe littéraire, ça n'a rien à voir avec le darija marocain. Que je ne parlais pas, que j'ai appris en 2 ans et demi au Maroc, en y étant là sur les 2 dernières années. Mais il y a Nicolas Charton, qui était préparateur physique. Oui, je me rappelle, oui. Qui était dans les valises avec nous. Hein, il nous a accompagnés en Arabie Saoudite. Il était dans le projet. Il parlait bien l'anglais, lui. Il parlait très bien l'anglais. Et du coup, il voulait apprendre l'arabe. Donc on a un mec qui venait avant chaque séance d'entraînement. On faisait 1 heure de cours d'arabe tous les 3. Des fois, on se retrouvait dans un hôtel et on faisait cours d'arabe avec le prof qui venait, payé par le club. Et puis, donc je parlais anglais, arabe. Donc après El Wahda, je rentre en France, une année où je fais rien. Oui. Alors, avant d'aller plus loin, juste une question quand même. Ouais. Pourquoi avoir fait le saut? Qu'est-ce qui a fait, alors que vous étiez bien là, vous ne vouliez pas le suivre, aller là-bas? Il a insisté, il a su se montrer persuasif. Je pense que si j'avais pas fait le saut, on ne serait pas là en train de discuter. Oui, non, mais c'est ça, sûrement. Sûrement. Mais après, qu'est-ce qui vous a motivé? L'ambition, l'envie d'aller plus haut. Quand on a, en fait, ce qui m'a... De découvrir d'autres choses? Ce qui m'a le plus donné envie,
c'est quand tu es sur le terrain, tu filmes l'échauffement d'avant-match, tu es là, tu es dans les coulisses, tu vois ce qui se passe, tu as envie de toucher du doigt. Tu le touches un peu du doigt, mais c'est pas ça. Et là, de me dire, il m'emmène dans un club quand même qui est à Hilal, c'est le Real Madrid ou le Barça en Europe, c'est pas rien. Et ça me permettait de mettre le pied à l'étrier, quoi. Mais il y a beaucoup de sacrifices de ta part aussi. Ça m'a coûté un divorce. Après, ça fait pas tout, mais voilà, c'est... Et tu t'es éloigné de tes parents aussi? Aussi. Là, je me suis éloigné de la famille, de mes parents, des amis. Des fois, ça te permet de faire le tri aussi dans tes amis, de voir ceux qui sont proches ou pas proches. Il y en a un, je suis tout le temps avec lui encore aujourd'hui. Mais c'est une épreuve aussi, hein. Le sacrifice. Il y a des fois, c'est comme quand un jeune il rentre au centre de formation, il s'éloigne de sa famille, il finit pro, il voyage, donc ça, c'est tout ça. Tu passes des nuits à l'hôtel, tu passes des nuits en voyage. C'est le même principe pour un coach, quoi. Donc faire partie d'un staff, c'est aussi un sacrifice. Et je pense que je regrette aucunement aujourd'hui, parce que ça m'a ouvert des portes, aujourd'hui ça me permet d'exister en quelque sorte, d'être quelqu'un. J'aime bien un des data scientists, il aime bien me dire t'es le meilleur analyse vidéo du Maroc. C'est tous ces petits trucs qui sont je regrette pas du tout. J'ai fait le saut parce que le train il passe jamais 2 fois à la même heure. C'est peut-être que si j'avais refusé l'offre, je serais peut-être encore là au centre. Je sais pas. Tant qu'on n'a pas goûté, tant qu'on n'a pas tenté, on ne sait pas. Et tu nous as parlé, j'ai lu l'article dans le Journal Républicain qui était très intéressant, de Khalid Baker. Ouais. C'est Jamel Selami Non. Non. En fait, Khalid Baker, c'est mon frère maintenant. Je suis quelqu'un de... Je veux pas me... C'est de l'humilité. Je ne suis pas quelqu'un qui va s'enflammer. Je suis quelqu'un de très sociable. J'aime bien aller à la rencontre des gens. Et là, on jouait contre Al Nasser, qui était le rival d'Al Hilal. Et le coach vivait dans le même compound que nous. Compound, c'est les quartiers résidentiels réservés aux expatriés. Et Khalid, c'était le traducteur du coach Daniel. Du coach espagnol, c'est ça? Du coach uruguayen, qui a joué à Nancy. Il s'appelait comment? Daniel Carigno. Oui. Il a joué à Nancy, à l'époque de Platini, il me semble. Et du coup, quand on va à El Arabi au Qatar, Samy est directeur sportif. D'accord. Daniel Carigno n'a plus de club. Et nous, on voulait changer, c'était Dan Petrescu le coach. Ça se passait super mal, pas de résultat. Samy me dit, tiens, le numéro du frère de Daniel Carigno, appelle-le. Donc c'est là que je prends contact avec le frère de Daniel. Je dis, voilà, on a une offre à proposer à Daniel. Pourtant, est-ce que ça vous intéresse? Il me dit, ouais, pas de souci. Et là, Khalid Baker arrive en tant que traducteur. Il parle marocain, il parle français, et du coup, on sympathise. On a gardé contact. On s'envoyait des messages tous les ans pour l'Aïd, pour la nouvelle année, pour savoir la famille, comment ça va, etc. Et donc là, on fait un bond de 10 ans. On est en 2022. Et là, je reçois un message de Khalid Baker qui me dit tiens, il y a un coach au Maroc qui cherche une analyse vidéo. Est-ce que ça t'intéresse? Je dis ouais, et puis c'est comme ça que c'est lui qui m'a trouvé en gros le poste. Donc c'est pas Samy Al-Jabar, c'est pas Samy Al-Jabar. Ah non, d'accord. Non, c'est lui qui m'a permis d'avoir le poste au Maroc pendant 2 ans et demi. Avec Salami. Avec Jamel Selami. Ouais. Avec Jamel Selami. Oui. C'est ça. D'accord, qui est triple champion du Maroc, avec le Raja. Ouais. Le grand Raja. Et non pas Rabat. Non. Il y a une grosse. La grosse rivalité, c'était Raja Wydad. Wydad, oui. Raja Wydad. Oui. C'était des matchs. Déjà nous, en jouant le FUS contre le Wydad, je crois que j'ai pas perdu. On a perdu en Coupe du Trône contre le Wydad.
Mais en championnat, on n'a jamais perdu contre Louis Tête. Et avec Jamal Selami, comment tu travailles avec lui? En fait, quand on s'est eu au téléphone pour la première fois, lui avait repris en novembre. Ils avaient fait une bonne série qui les avait replacés. Et il cherchait quelqu'un, donc c'est là que Khalid rentre en jeu. Et quand il me contacte, il me dit, voilà, moi, il se présente, hein, Jamel Selami, ancien international, etc. Je lui dis, ok, dis-moi ce que tu veux, moi je bosse pour toi à distance si tu veux, en attendant, et tu vois comment je travaille, et si ça te convient, voilà. Il cherchait quoi? Il cherchait un analyste vidéo. D'accord, un analyste. Un analyste. Parce que la vidéo a évolué, ce n'est plus que du découpage. Non, c'est du découpage, plus de ce qu'on appelle la télestration dans le jargon. On va habiller l'image, on va aller mettre des flèches, on va pouvoir dessiner sur la vidéo, on va pouvoir aller spotlighter un joueur, faire du tracking, etc. Et là, il m'envoie donc les codes d'accès c'était InStatScout à l'époque, qui a été racheté par Wisecout, donc par Eudel aujourd'hui, qui est un des grands leaders de l'analyse vidéo. Et je fais le découpage, je lui envoie un PowerPoint avec des slides et les vidéos. Il me dit non, je veux une vidéo. Je dis ok, je reprends tout et je lui fais une vidéo avec l'analyse, l'animation offensive, défensive, les transitions, les set pieces, les coups de pied arrêtés. Je lui envoie. Des équipes adverses toujours. L'adversaire. Toujours, oui. Que de l'adversaire. Et là, il me dit ok, parfait, demain, envoie-moi ton CV. Mon CV. Il me dit demain il y a le directeur sportif qui t'appelle. Je suis ok. Le directeur sportif m'appelle, il me dit voilà, le directeur sportif, fils de Rabat, Adil Matni, quand est-ce que tu peux venir? Je dis écoute, moi je suis en accident de travail, je viens quand tu veux. Parce que le pourquoi je suis parti, j'en parlerai après. Du coup je vais au Maroc 4 jours. 4 jours, ils me prennent un billet d'avion, hôtel, tout. J'y vais 4 jours. Je finis l'analyse vidéo, on échange, on discute avec le coach, le directeur sportif il vient, on discute. Il me faut repartir à l'hôtel. Et là, en me faisant repartir à l'hôtel, il me dit écoute, tu réfléchis à ce que tu veux. Tu nous dis ce que tu veux et on négocie. Je suis ok. Donc j'envoie une première offre, il me dit non, c'est trop. Deuxième, non, c'est trop. Troisième, non, c'est trop. Je dis écoute, je sais que c'est pas les pays du Golfe, mais moi j'ai besoin de ça aujourd'hui. Je suis sur une séparation, j'ai des charges à payer en France, etc. Donc j'envoie un message à Jamel Selami, je dis écoute, c'est pas que je veux pas travailler avec toi, mais voilà, moi j'ai besoin de ça parce que il me dit écoute, fais ton offre, moi j'appuie. Quand il te dit ça, c'est qu'il te veut. Et de là, je crois une semaine après, je suis parti au Maroc et j'ai commencé avec eux. Je crois le premier match c'était à Agadir, on gagne, c'était en coupe. Et c'est de là qu'on a fait on était en demi-finale Coupe du Trône. On a fini 5e cette saison-là. Et après, il y a des anecdotes sur le terrain qui m'ont amené à être sur le terrain parce qu'au début, j'étais dans un bureau. Et à force de parler avec le coach, d'échanger avec lui, il m'a dit viens avec moi sur le terrain. Et là, on est sur un match. C'est là que ça a vraiment démarré. Ouais, c'est là que ça a démarré, où j'avais un peu plus de. Tu intervenais au niveau des séances. J'ai animé les séances, j'interviens, je parle aux joueurs. Des fois, avec la vidéo, même à la mi-temps, j'allais, non, mais là, regarde, tu vois, c'était carte blanche. C'était la vraie interaction, quoi. On était sur un match, on joue à Khlidga. On était sur une série un peu dure. On gagnait pas. Et là, on perd 1-0 à la mi-temps. Et moi, je suis en tribune, je descends de la tribune et je me retrouve avec le coach en allant en direction du tunnel. Et là, il me dit, ouais, on est nul. Je lui dis non, c'est pas qu'on est nul. Je dis on joue avec 2 joueurs de moins. Comment ça, 2 joueurs de moins? Je dis ouais, il y a lui, il a déjà joué ici, donc j'ai l'impression qu'il veut se montrer. Et lui, il joue pour sa gueule. Mais ça a été texto comme ça. On rentre dans le vestiaire, il dit toi, vous sortez.
Et moi, j'étais là. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, tu te fais discret parce que tu te dis, s'ils apprennent que c'est moi qui dis. Tout à fait, ouais. Alors que moi, je donnais mon ressenti. Et au final, les deux qui rentrent, il y en a un, il marque et l'autre, il rate un penalty sur la fin et on égalise. Et c'est là qu'on est reparti sur une série. On a stoppé l'hémorragie et que derrière, on a enchaîné. Et le dernier match de championnat, celle-là, elle est magnifique parce qu'on perd 1-0 contre le Wydad qui vient d'être champion d'Afrique, qui vient de gagner la Champions League, qui était sûr d'être champion aussi. Et on perd 1-0 à la mi-temps, pareil. Je descends, on arrive dans le tunnel, il me dit ouais, on n'arrive pas à se trouver, je vais sortir lui. Je dis non, lui il faut qu'il reste sur le terrain. Il me dit non, lui il doit rester, eux ils sortent. Je lui dis non, lui il doit rester sur le terrain. Et là il me dit, je lui dis écoute, c'est toi le coach, pas de souci. Donc il va dans le vestiaire où il y a les joueurs et il y a un autre vestiaire où il y a les coachs, où on s'habille, etc. Il revient derrière moi, il me dit montre-moi. Et là j'avais mon calepin avec la compo et on jouait en 2-1, 3-4, 2-1. Et je lui dis écoute, tu veux qu'il reste sur le terrain, tu le mets en 10 et tu mets les deux grands devant, les deux attaquants devant, tu veux faire rentrer. Là, il faut qu'on récupère le deuxième ballon. Mais lui, il faut qu'il reste à cette place-là. Il me dit ok. Il va dans le vestiaire, il explique aux joueurs. Et début de deuxième mi-temps, le joueur en question, il va s'excentrer là où il avait l'habitude de jouer. J'appelle sur le banc le préparateur physique, je lui dis à Jamel qu'il n'est pas bien placé, il faut qu'il vienne là. Donc du coup, il le dit au coach et je vois le coach qui appelle le joueur, il dit mets-toi là. Il met doublé. Dont un but où il récupère le ballon dans cette zone, il met un penalty, et un ballon dans cette zone, il envoie une frappe pleine lucarne, on gagne 2. Et à la fin, tu vas voir le coach, il dit bien joué, coach, il dit non, ça va bien joué. Donc tu vois, toute cette... et puis c'est un coach, franchement, je crois que je l'ai dit, cette opportunité de l'avoir mis sur mon chemin, je remercierai jamais assez Dieu de m'avoir mis Jamel Selami sur mon chemin. Ça veut dire aussi que ce coach est un coach intelligent et qu'il a vu en vous un adjoint, enfin quelqu'un qui l'a fait venir. Il a vu une complémentarité ou des choses qu'il a perçues comme lui échappant ou que vous aviez un bon jugement. C'est surtout la réactivité et puis les compétences. Chaque fois qu'il avait besoin d'un truc, tout était fait, tout est bien organisé, et il aime bien que tout soit carré. Si on a réussi le parcours là qu'on a fait pour la Coupe du Monde, c'est en partie parce que tout était bien organisé, millimétré, quoi. Donc ce coach à Rabat a été embauché par la Jordanie 1 an avant les dernières qualifications, je crois. Ouais. Et il vous a emmené avec lui. Il m'a emmené dans ses bagages et vous étiez le seul. La petite anecdote, c'est que je suis le seul de l'ancien staff à être parti avec lui. Il a recréé un staff. Et comment s'est passé votre arrivée en Jordanie? Il y avait un autre coach avant, Il y avait Amouta qui est marocain aussi. Qui était sélectionneur qui partait. Ah, Non, il partait. Il a décidé de... C'est pour ça que Jamel Selami a été embauché, c'est que le coach partait. Et du coup, notre arrivée, elle s'est super bien passée, parce qu'on a eu la chance que dans le staff, il y a Moustapha Khalfi, qui était adjoint d'Amouta, mais qui a déjà aussi été adjoint de Jamel Selami. D'accord. Au FUS de Rabat. On en revient toujours au FUS de Rabat. Et Moustapha est resté avec nous. Il est encore avec nous dans le staff. Et lui, il nous a aiguillés, surtout par rapport aux joueurs, l'administratif, comment ça se passe, toutes ces choses-là. Mais aussi la connaissance des joueurs. Tiens, lui, il est comme ça. Tiens, ici, c'est comme ça. Tiens. Donc ça nous a beaucoup aidé. Après, je pense qu'on a... C'est un exploit d'avoir réalisé ça, et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a misé sur le fait qu'on allait se qualifier. Alors Karim, le projet et le plan de Jamel Selami pour faire progresser ses joueurs, c'est quoi sa recette? C'est quoi ce qu'il met en place pour que les joueurs
ils puissent progresser? C'est ce que tout coach normalement constitué doit faire. C'est-à-dire que déjà voir ce qui ne va pas, les lacunes. Alors là où le coach a été bon, c'est que on fait un stage en juillet pour se présenter, pour présenter notre projet de jeu, pour présenter ce qu'on attend des joueurs, de chaque profil. Toi, tu es tel poste, tu dois faire ça, ça, ça. Tu dois être capable d'assimiler, de faire ça, 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 etc. Et c'est quand même une équipe qui sort finaliste de la dernière Coupe d'Asie. Donc quand à la vidéo, tu leur dis ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, c'est pas bien, ils se regardent comme ça. Ils disent, on a été finaliste de la Coupe d'Asie. C'est l'impression que tu as quand tu les regardes. Tu te dis, tu es en train de leur montrer un truc, ils sont finalistes de la dernière Coupe d'Asie. Mais en fait, en reprenant ça, nous on apporte les corrections. Voilà ce que tu aurais dû faire. Plus tu vas monter, tu vas être Coupe du Monde. Si tu vas aller à la Coupe du Monde, ces erreurs-là, elles passent pas. Si tu vas aller à la Coupe du Monde, ça passe pas. Et c'est comme ça avec la vidéo qu'on a pu montrer aux joueurs. Et aujourd'hui, ils sont friands de ça. Ils sont demandeurs. Sur les derniers matchs, les joueurs viennent et te disent, Karim, j'ai besoin des vidéos des joueurs que je vais affronter. Donc, alors qu'il n'y avait pas ça avant. Et juste ça, c'est incroyable. Après, c'est les outils mis en place. C'est la définition de certaines choses. La notion de danger, la notion de duel gagné, la notion de progression, comment on progresse sur le terrain, par passe, par conduite, toutes ces choses-là. On leur a fait visualiser tout ça, quoi, en fait. Et après, sur les critères performance, c'est pareil, sur l'intensité, la progression, intensité, défense, progression, attaque. Les joueurs étaient en gros notés sur ça, et à la fin, tu leur remets une carte performance pour dire, voilà, aujourd'hui, tu as été performant, et puis quand les autres voient ça, du coup, ils veulent aussi avoir leur carte. Donc chacun se donne à fond en fonction de son poste. Logiquement, défense c'est pour un défenseur, attaque c'est pour l'attaquant, progression ça va être pour les attaquants, les milieux de terrain ou sur l'intensité, les milieux défensifs. Et Jamal, il s'est basé sur combien de joueurs? Sur 35 joueurs, une trentaine de joueurs, non? Il me semble qu'on a dû utiliser une cinquantaine. Une cinquantaine de joueurs quand même, ah ouais. Alors la cinquantaine, c'est pas sur chaque date FIFA. On prenait en stage peut-être une semaine, 10 jours avant, les locaux, les joueurs qui jouaient dans le championnat local, pour bosser avec eux sur ce qu'on attendait d'eux. Et puis après, les joueurs internationaux arrivés, ceux qui jouent en Malaisie et tout, qui ne sont pas libérés pour la date FIFA. Et ensuite, tu prends 25, 28 joueurs. Là, sur la dernière, on a pris 30 parce qu'on a eu des joueurs suspendus, donc eux ne jouent pas. Donc, par contre, sur la feuille de match, c'est 23. Donc, t'en mets de côté. Mais là où on a été très, très surpris, c'est que du début où on a pris la sélection en juillet, jusqu'à juin où on finit le dernier match, pas d'embrouille. Généralement, il y a des conflits dans les vestiaires, sur le terrain, à l'entraînement, rien. Donc il a misé sur la jeunesse, sur l'expérience ou un combiné des deux? On a combiné. L'avantage, c'est que l'équipe jouait déjà dans le système dans lequel on jouait. Et comme nous, c'est un système qu'on utilisait depuis 2 ans et demi au FUS. Le système, c'est le 3-4-2-1. 3-4-2-1, ouais. Donc on a, nous, perfectionné en fonction des idées du coach et de ce qu'il attend. Quand n'importe quelle équipe, vous adaptez chez vous et à l'extérieur? On joue 3-4-2-1 ou 5-4-1 défensivement, mais tout est... Voilà, tout est... comment... Et dans la mesure où vous avez des profils. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que là où Jamel a été fort, c'est dans sa vision et dans l'état des lieux qu'il en fait. C'est que dans l'état des lieux, lui, il n'a pas le profil pour jouer là. Lui, il n'a pas le profil. Lui, il n'a pas le profil, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on a monté une équipe aujourd'hui compétitive. On a fait rentrer du 109 sur l'équipe par rapport à l'équipe qui a été finaliste de la Coupe d'Asie. On a trouvé des nouveaux joueurs qui n'étaient pas dans les radars. Donc c'est aussi
On dit, il aime bien le dire aussi à la télé, on dit qu'il a le flair et l'œil. Hein. C'est lui qui a sorti Rahimi, qui est à Laïn. Il a sorti Batna, Saadan, qui sont en Arabie Saoudite, qui font un malheur là-bas. Il a sorti Kabi aussi à l'époque. Donc non, c'est quelqu'un qui a du flair. Et très 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 compétent. Donc son style c'est plutôt un style à la Giroud défensif et jouer sur le contre-attaque, ou plutôt style Enrique avec le pressing, possession du ballon, tout ça? Après ça dépend de l'adversaire, comment il évolue. On met une stratégie en place. Oui. Mais après, une fois que le ballon il bouge, ta stratégie, après c'est tactiquement les joueurs, est-ce qu'ils sont capables d'assimiler ou est-ce qu'ils ont assimilé tout ce qu'on leur a expliqué dans la stratégie. L'équipe qui a été finaliste de la Coupe d'Asie, c'est une équipe qui défendait et qui jouait en contre-attaque. Aujourd'hui, on a une équipe qui est capable de sortir le ballon. Ce qu'il ne faisait pas avant. On est dans la possession, on arrive à avoir un pourcentage de possession important. Et on peut rivaliser avec des équipes sur de la possession. La Corée du Sud, où on fait un partout là-bas. Tu vas battre Oman chez elle 3-0. C'est là où tu te qualifies. Tu gagnes 4-0 à domicile contre Oman, ils ne voient pas le jour. Tu vas gagner en Malaisie contre la Palestine. Tu gagnes à domicile contre la Palestine. Tu vas faire 0-0 en Irak dans un contexte compliqué devant 80 000 personnes. Non, je pense que dans la gestion de l'effectif, dans l'animation, que ce soit offensive ou défensive, je pense qu'on a fait... Il fait travailler le pressing et tout, ouais. Pas forcément le pressing, on a beaucoup travaillé sur l'aspect défensif, ouais. On a beaucoup travaillé sur l'aspect transition. C'est simple, sur les 2 derniers matchs, surtout Oman, il faut bien défendre. Les occasions, on va les avoir, il faut bien défendre. Maintenant, on a beaucoup travaillé sur la transition défensive. Parce que c'est une équipe qui a appris à garder le ballon. Mais dès que tu le perds, généralement, on est en danger quand on a le ballon. Et du coup, on a beaucoup travaillé sur la transition défensive. À la perte de balle, qu'est-ce qui se passe? Donc, que ce soit sur les côtés, dans l'axe, etc. On a beaucoup travaillé sur des situations réelles. Du coup, les joueurs ont bien assimilé. Alors, sans vouloir entrer dans les secrets, que de toute façon on ne comprendrait pas, mais il me revient une anecdote. Raymond Goethals, à l'AGIA, qui est entraîneur de Marseille, à la fin des matchs, ici, Beckenbauer, lui, il est venu une fois, mais on ne l'a plus revu. Il a été viré, il aurait dit. Mais Goethals, il discutait avec les journalistes, ceux qui voulaient bien rester, dans les vestiaires, et le quart attendait, là, on venait le chercher, mais il continuait. C'était des petits cartons, comme des cartons de bière, enfin non pas sous verre, mais le carton pour des verres de bière. Et il y avait évidemment le terrain, et il y avait des petits carrés partout, parfois d'un petit rectangle, etc. Et il expliquait les choses comme ça. Lui, tout était prévu, chaque joueur à tel endroit, dans telle zone, savait exactement ce qu'il devait faire dans tel ou tel type de situation. Et il gagnait ses matchs comme ça. Il paraît même qu'il a fait gagner la Belgique, qui n'avait jamais battu les Pays-Bas, mais il y a très longtemps, avec ses petits cartons et avec ce quadrillage du terrain, d'où l'expression. Alors la vidéo, est-ce que ça va dans ce sens-là, ça pousse, ça développe plus loin? Ouais, alors on utilise plusieurs outils. On a la vidéo, avec le logiciel SportsCode qui nous permet de faire le découpage, c'est du tagging. C'est-à-dire qu'un joueur, quand il touche la balle, on appuie sur un bouton et ça nous fait une séquence. Et il tire un coup franc, on appuie sur le bouton coup franc offensif et ça nous fait une séquence et après ça nous fait ce qu'on appelle des timelines. Ensuite, ces séquences, on les envoie sur un outil qui s'appelle Studio. C'est parti de Hudl, c'est une suite. On travaille la vidéo sur Studio. Tout à l'heure, tu parlais des joueurs, il faut qu'ils soient là. Nous, on va prendre l'adversaire par exemple. Il joue dans tel système. Et nous, on joue dans un système. C'est-à-dire que quand on voit des similitudes par rapport à notre système, tiens, il démarre à 3 comme nous, et bien là, on peut prendre le joueur sur la vidéo et le déplacer. Et lui dire, toi, t'es un tel, il faut que tu viennes là. Donc je peux prendre le joueur,
je l'amène là, et celui-là, on ne voit plus, hein. C'est effacé, c'est le terrain, et le joueur, il va se retrouver à la position où on voudrait qu'il soit. Ensuite, sur des situations, tiens, la Palestine, il joue comme ça. Jeu long, le gars, il va sauter, et ils viennent récupérer le deuxième ballon. Attention, donc moi, après, j'utilise ce qu'on appelle Tactical Pad. C'est un outil d'animation 2D ou 3D, on peut faire les deux. Et là, je simule. Le gardien, il passe la balle au défenseur qui fait que des ballons longs. Donc le ballon, il va là, il envoie. Voilà nous où il faut qu'on soit. Et voilà où les milieux défensifs, il faut que vous soyez. Et ensuite, dès qu'on a récupéré, la première passe vers l'avant. Et c'est comme ça, on a gagné 3-1 là-bas en Palestine. On a passé 5 heures, je crois, 5 heures ou 6 heures à faire de l'analyse pour la présentation du match et pour sortir 7 minutes de vidéo. Donc non, tout est... C'est très pointu. Tout est millimétré. Ouais, très pointu. Ensuite, on a les data scientists qui bossent pour dire les zones d'influence, quel va être le joueur chez eux, clé, vers qui passent tous les ballons. Et après, il suffit de savoir à quel moment couper l'alimentation. Quand on veut plus le jus, on coupe. Et voilà. As-tu aussi des critères personnels et des outils perso? Les fameux critères. Ça, c'est les data scientists qui font ça. C'est eux qui nous envoient les données. Parce que moi, les données que j'ai, j'ai créé ce qu'on appelle une fenêtre de codification qui ensuite se transforme en fenêtre de rapport pour dire le joueur, il a fait tant de passes, il en a réussi tant. Les temps qu'il a fait, elles étaient vers l'avant, elles étaient latérales, elles étaient vers l'arrière. Il a gagné tant de duels, il a récupéré tant de ballons. Et nombre de sprints en intensité, tout ça. Ça, c'est le préparateur physique. Donc on a aussi les GPS. Et là, le préparateur physique, à la fin de chaque match, il nous sort les données sur les zones d'intensité. Donc nous, on regarde beaucoup la zone 4 et 5. C'est des zones de haute intensité à plus de 25 km/h pour justement voir l'état de fatigue des joueurs, etc. Et tous les sprints, toutes les accélérations, décélérations. Les accélérations, on va travailler sur tout ce qui est concentrique. Tu vas travailler le quadri, et tout ce qui est décélération, c'est le freinage. Donc les breaks, les bursts, c'est les accélérations, les breaks, c'est les freinages. Et là, c'est les ischios. Les ischios. Voilà, donc c'est les freinages. Karim, on ne peut pas passer sous silence le contexte géopolitique, malheureusement. En espérant de tout cœur que ça va s'arranger. Mais malheureusement, si les USA, j'espère pas, mais viennent à attaquer l'Iran, la Coupe du Monde. Ça, que se passera-t-il? Pour l'instant, il n'y a rien d'acté, mais ce qui est compliqué. Moi, je sais que j'avais mon avion le vendredi 13 juin. Je suis arrivé à l'aéroport, comme d'habitude, 7h30 pour un vol à 10h20. Donc le chauffeur de la Fédé me dépose. Je patiente, et là, je vois des vols qui commencent à être annulés, retardés. Et le coach m'envoie un message et me dit « Karim, ça va ?» Je dis « Ça va, mon vol il est à l'heure. » Moi, il y avait encore marqué « on time ». Et il me dit « ils ont fermé l'espace aérien ». Je dis « Comment ça ?» Il me dit « Ouais, Israël a attaqué l'Iran et du coup, ils se renvoient la balle. C'est compliqué. » Je dis « Ok ». Donc je suis après sur les réseaux sociaux pour voir ce qui se passe. Et à 17h30, on me dit vol annulé. Donc j'ai passé 10 heures à l'aéroport. Le chauffeur vient me chercher, je rentre à la maison. Le lendemain matin, le coach me dit, parce qu'on va prier à la mosquée le matin pour la prière de l'aube. Et on était avec le staff et là il dit, normalement il devrait rouvrir ce matin, etc. Moi j'y croyais pas. Parce que je savais qu'ils bombardaient, ils envoyaient les missiles la nuit jusqu'à dans les 9-10 heures, donc tu te dis c'est mort. À 8h30, je me lève d'un coup et le coach envoie une photo disant comme quoi ils ont rouvert l'espace aérien à 7h30. J'appelle le chauffeur de la Fédé, il me dit je suis là dans 1 heure. Je dis non, dans 1 heure c'est trop tard. Du coup, j'ai Uber, il m'a amené à l'aéroport.
on a une partenariat avec la Royal Jordanian. Puis il y avait que la Royal Jordanian qui faisait les vols. Ils me font passer dans le vol. Au début, ils me disent l'avion est plein, et puis au final, ils me font passer. Donc je rentre finalement le samedi matin. Et puis aujourd'hui, je prends régulièrement contact avec des coachs là-bas, l'analyse vidéo de U23 pour savoir comment ça se passe. Et puis moi-même, je voyais les missiles passer au-dessus de ma tête. Donc c'est hyper compliqué. Ensuite, le contexte, c'est que en Jordanie, la population elle est concentrée sur quasi une bande qui est le long de la mer Morte. Amman, mer Morte, il y a 50 bornes. Donc quand les missiles ils passent au-dessus, s'ils voient qu'il y a un missile qui n'est pas bien parti, ils sont obligés de le faire exploser. Donc il y a beaucoup de polémiques qui disent que la Jordanie aide Israël, mais non, ils se défendent. C'est qu'ils ont peur que les missiles tombent chez eux. Donc forcément, comme il n'y a que 50 bornes, c'est pas beaucoup. Donc voilà, c'est un contexte hyper compliqué. Après, ça reste de la politique, mais on s'en fait pour ceux qui sont restés là-bas, quoi. Nous, on est déjà passé par toutes les émotions, de la pression jusqu'à la victoire, et c'est des émotions folles, à un contexte où 2 jours après, c'est plus les mêmes feux d'artifice, quoi. Tout à fait. Donc voilà, ça fait peur, quand on entend les sirènes. Donc ouais, j'ai eu très peur, clairement, jusqu'à en pleurer, parce que c'est quand même. Tu te dis, est-ce que je vais pouvoir repartir, est-ce que je vais rentrer. Donc voilà, c'était très compliqué. Donc quand je dis toutes les émotions, j'ai pleuré pour la qualif, j'ai pleuré pour pouvoir rentrer, et aujourd'hui je suis là. Et t'es censé retourner quand là? Alors normalement fin août. Fin août. Voilà, donc en espérant. Vacances aux Serroises. Vacances aux Serroises, je vais aller voir mes parents au Maroc. Ah, ils sont au Maroc, tes parents là? Ils sont au Maroc, ouais, et donc du coup je vais aller... Et t'es de quelle région du Maroc? Nord du Maroc, Nord du Maroc. Nador. Là où il y a l'enclave espagnole Melilla. Tu vas en avion ou tu vas en voiture? Je vais aller en avion. En avion, ouais. En voiture, c'est fini. J'ai déjà fait, je ferai. C'est compliqué en voiture. C'est à 15 jours, tu vas aller passer 15 jours? Non, du 21 juillet jusqu'à fin juillet. Après, et après, je rentre et je vais aller avec ma nouvelle femme, du coup, en vacances. Puisque ma nouvelle femme m'a accompagné au Maroc pendant 2 ans et demi sur ce beau projet. Et puis elle m'a toujours soutenu, elle m'a poussé, donc non, je la remercie également, c'est la dernière fois. Alors Karim, j'ai un gendre qui est marocain, enfin français, mais également marocain. Je lui ai dit qu'il est un passionné de foot, et puis tout ce qui se passe sur le continent africain, il connaît par cœur, y compris les moindres détails. C'est incroyable, mais c'est depuis qu'il est petit. Et je lui ai dit, tu n'aurais pas une question quand même, éventuellement. Alors je lui ai dit, comme ça. Et en fait, il en pose. D'accord. Et donc, il faudrait que je puisse ouvrir. Voilà. Alors la première, c'est la question un peu polémique. Est-ce qu'on doit comptabiliser les titres, entre parenthèses, avant l'indépendance, du Wydad dans leur palmarès national? Ils le sont actuellement. Il est Raja, oui. Donc il me dit, oui, ah oui, il est Raja à fond, hein. Okay. Ah oui, il faut le dire. Oui, il faut le dire. Alors il dit, vous aurez compris, me dit-il, donc que le Wydad est le 2e club de Casa, ennemi juré du Raja, dont Selami a été joueur et coach 2 ans. Alors je ne sais pas s'il y a une réponse. Alors, pour être honnête, moi le championnat marocain, je ne le regardais pas. Je savais qu'il y avait Wydad Raja, mais je ne regardais pas le championnat jusqu'à aller y travailler. Où là, tu vois la ferveur, c'est quand même un truc de... Mais j'ai jamais pris parti. Je suis allé voir des matchs. C'est un truc de fou. Je suis allé voir des matchs du Raja, mais c'est vraiment un truc de fou. J'ai vécu des scènes sur l'autoroute où tu vois des vannes, ou des camions, des transits, tout, coffre ouvert,
et des mecs accrochés, des fois sur la galerie, en train de rentrer du match. C'est la folie totale. Les stades plein à craquer. Donc non, c'est... J'ai pas de tendance particulière, Raja ou Wydad. Les deux, c'est juste incroyable. Encore plus dernièrement, puisque les deux ont réussi à s'associer pour boycotter le match Wydad-Raja qui devait jouer pour l'ouverture du stade Mohamed V, qui a été rénové à Casa, où la FIFA devait venir. Et les supporters se sont entendus pour pas y aller. Alors que la fédération avait invité la FIFA pour l'ouverture. Et Wydad Raja, stade plein, ils se sont dit on va leur montrer que pour la CAN et la Coupe du Monde, voilà la ferveur marocaine. Et ben ils se sont entendus pour la première fois. Et de se dire non, on n'y va pas. C'est une forme de progrès. Exactement. Alors la question compliquée à suivre. Je pense qu'il n'y en aura que deux. Alors question, est-ce la grinta d'un Marocain de filiation idrisside, donc entre parenthèses Karim, venant du royaume du Maroc, dynastie des Alaouites, roi actuel du Maroc, qui eux aussi sont des descendants des Idriss, ont apporté la chance à leur cousin Hachimide, entre parenthèses roi actuel de Jordanie, Abdallah II, lui aussi descendant du prophète. C'est Grinta, je sais pas. On a beaucoup bossé. Par contre, on est très croyants. Du coup, pour la petite anecdote, le jour où on se qualifie, c'est le 5 juin. Le 5 juin, c'est le dernier jour du pèlerinage où ils vont ce qu'on appelle au mont Arafat. Et les pèlerins ne jeûnent pas, mais tous ceux qui ne sont pas au pèlerinage jeûnent pour en gros se faire enlever les péchés, etc. C'est un jour très très important. Et on a jeûné ce jour-là. Et le lendemain, c'était l'Aïd. Donc la fameuse fête du mouton. Donc on jeûne la journée et après la prière du coucher de soleil, du Maghreb, c'est l'Aïd. Puisqu'on ne jeûne plus, du coup c'est l'Aïd. Et nous on joue dans cette période-là et on se qualifie. Donc en Jordanie, ils ont dit on a eu deux fêtes, on a eu deux Aïd. L'Aïd de la qualification et l'Aïd de la fête du mouton, la fin du pèlerinage. Mais sincèrement, ça a été beaucoup de travail, beaucoup de travail. C'est des heures de vidéos à n'en plus finir. J'aime bien dire, à chaque fois que je vais en sélection, je suis un Chinois. C'est pas méchant, mais je bosse jour, nuit, je n'arrête pas. C'est le casse-tête permanent. Ouais. C'est de trouver les bonnes images et puis là on n'est plus que sur l'adversaire. C'est-à-dire qu'on va analyser aussi notre équipe pour ce qu'on a fait de bien, pas bien, corriger. Toutes les séances d'entraînement sont filmées. Et sur le dernier stage, ce qu'on a fait aussi, c'est que la vidéo de l'entraînement, sur tous les jeux, on l'a diffusée sur l'écran géant et les joueurs la voyaient pendant le repas. Donc ils se voyaient et on les sentait impliqués. Et c'est pour en revenir à la qualif aussi, on a douté en novembre. On était avant la date de novembre, parce qu'il y a eu septembre, octobre. Arrivé en novembre, on est deuxième derrière la Corée du Sud, et derrière nous, et égalité avec l'Irak. On fait 0-0 en Irak et on fait un partout au Koweït. L'Irak, elle fait donc 0-0 contre nous et elle gagne contre Oman, il me semble. Du coup, ils passent devant nous à 2 points. Ils sont devant nous à 2 points. Tu as une période de doute, novembre, décembre, janvier, février, mars, prochaine date FIFA. En janvier, le coach dit on va faire un stage. Donc on est allé au Qatar, 10 jours faire un stage, en janvier. Et là, c'est que tu mets en place pour pas sombrer. Parce que tu sais que la date de mars, tu joues la Palestine et tu vas en Corée du Sud. Eux, ils reçoivent
le Koweït, qui est dernier, et ils jouent la Palestine, qui est avant-dernière. Tu te dis, ils vont prendre 6 points. Qu'est-ce qu'on fait pour pas couler complètement? Il y a déjà 2 points d'avance pour eux. On gagne la Palestine, et nous, on avait dit aux joueurs, pour la prépa mentale, on n'a jamais gagné le premier match. Il va falloir gagner ce premier match. Et encore, qui plus est à domicile. On gagne 3 à domicile. On va en Corée, on fait un partout. Sachant que nous on joue, l'Irak n'a pas encore joué. Elle fait 2-2 contre le Koweït, le match d'avant. Donc on revient à égalité avec eux. Et sur le deuxième match, nous on a joué la Corée, on a fait un partout. Donc on reprend un point d'avance sur l'Irak. Eux ils jouent à 4h du matin chez nous. Encore avec la Corée, décalage horaire. Et là, on entend les joueurs dans le couloir qui hurlent. Ils perdent 1-0 la Palestine. Ils égalisent quasi avant la fin du temps réglementaire. Et ils marquent à la dernière seconde. Et en fait, ce qui est encore plus fou, c'est que quand l'Irak a joué contre la Jordanie en Coupe d'Asie, quart de finale, et là, la Palestine a joué contre l'Irak pour la qualif Coupe du Monde. À la même minute, ils ont marqué le 2-1. Le but de la victoire, à la même minute, même seconde. C'est même minute, même seconde. Donc la Palestine gagne. Donc on a 1 point d'avance. Et sur la dernière date FIFA, donc c'était de se dire, on gagne à Oman, et dans le même temps, l'Irak, elle fait un mauvais résultat. C'est match nul où elle perd contre la Corée du Sud, et on est sûr d'aller en Coupe du Monde. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on est passé par des étapes où tu te dis on est dans le dur, donc il faut sécuriser la 3e, 4e place parce qu'elle te permet un barrage. Et au final, tu arrives à repasser devant et tu te qualifies. Parce que là, je peux te dire que le barrage, ça va être quelque chose. L'Arabie Saoudite, Qatar, Émirats, Oman, Indonésie et là l'Irak. Donc si l'Irak, c'était nous à la place, essaie de sortir du groupe où tu es avec En plus, les matchs, c'est le 8, 11 et 14 octobre. Et les matchs de la Palestine, ils se jouaient où? Alors, contre la Palestine? Ouais, alors là, c'était... Pas à Gaza. Pas à Gaza. Ils avaient souhaité qu'on joue là-bas, ça s'est pas fait. Ce qui s'est passé, c'est que nous, je crois 1 semaine ou 2 semaines avant, on nous dit on joue en Malaisie. Il y avait le contexte pareil, géopolitique, et l'Arabie Saoudite et le Qatar et les Émirats qui accueillaient les matchs de la Palestine. À ce moment-là, ils ont dit non, contexte compliqué, donc on a été joué. On a joué le Koweït à domicile, premier match, on mène 1-0, on prend un but à la dernière seconde, 1-1, frustration, et là tu as un vol, tu passes par l'Inde, tu t'arrêtes en Inde pour aller en Malaisie. Escale de 3 heures, tu sors pas de l'avion parce que c'est un avion privé et du coup tu gagnes 3-1 là-bas. Décalage horaire pareil, tout est compliqué, le climat, temps humide, taux d'humidité élevé, terrain, je crois qu'on a joué sur un terrain, il n'y avait que des trucs comme ça là. C'était très spécial et on gagne 3-1 là-bas. Et là, tu reviens, tu es content parce que tu es repassé. En fait, tout le monde est à égalité. On est les 3, Irak, Corée et nous aux premières places. Et puis après, on est allé gagner. On perd 2-0 contre la Corée à domicile. Donc c'est pour ça le fameux premier match à domicile où on ne gagne pas. Ouais. On gagne 4-0 derrière chez nous contre Oman. On va en Irak 0-0. On va au Koweït un partout, on reçoit la Palestine, on gagne 3-1, on va en Corée, on fait un partout, on va à Oman, on gagne 3-0 et on perd 1-0 contre l'Irak à domicile le jour de fête. Mais tu vois, quand les joueurs ont atteint un tel niveau d'excitation, de joie, de tout, parce que ça a été la fête pendant de Oman jusqu'à le match de l'Irak, ça a été la fête tous les jours dans le bus et tout. Quand tu es arrivé à un tel niveau d'euphorie,
c'est compliqué de revenir à un état normal, donc de concentration et tout. Alors le 1-0, il est anecdotique, quoi. L'essentiel, c'était l'objectif, c'était la qualité. Oui. Maintenant, il y a un an, pour récupérer et recharger les accus. C'était aussi un de nos objectifs, hein. La première réunion qu'on a faite avec le staff, c'était de se dire, faut se qualifier d'entrée pour avoir un an pour préparer cette Coupe du Monde. Parce que comme j'ai dit, si tu dois repasser par les barrages, c'est en octobre. Ouais. C'est-à-dire que là, juin, juillet, août, septembre, tu as une date FIFA. Octobre, tu as 4 mois. 4 mois et tu n'es pas sûr de sortir parce que tu as l'Arabie Saoudite, Qatar, Émirats dans le dos. L'Indonésie de Kluivert, hein, qui a réussi à sortir son épingle du jeu quand même. Donc ça, c'est aussi... donc ça va être compliqué. Merci Karim. De rien, merci à vous. Merci José. De rien. Merci beaucoup Karim. De rien. Merci Pierre-Jules. Oui. Merci beaucoup. Merci Yann Dutronc. Merci. Merci beaucoup. Merci José. Merci Karim. Beaucoup de réussite. Merci, merci. La pyramide, le centre de formation Djibril Cissé.